Il aimait les femmes, les chevaux et ceux qui les montent. Il savait enregistrer une image, saisir une injustice, percevoir une angoisse, secourir une détresse. C'était un conte de tiers du Moyen-Âge qui parlait sur le même ton à une femme de ménage ou à un président de la République. Et dans son sillage, on y met le sel de l'aventure. C'était un paladin pompidolien, un hussard en bivouac de campagne, un cavalier aux quatre vents d'une steppe, en quête d'un destin longtemps improbable, toujours à prendre la vie à la légère, comme un étudiant en goguette ou comme un soldat en permission. C'était D'Artagnan, qui 20 ans après récupère ses complices, leur propose une affaire où il y a des coups à donner, des pistolets à ramasser, des milady à châtier et de la gloire à conquérir. Il a voulu plier la réalité dans l'argile de ses songes. Il a voulu sculpter son profil et en faire une figure de proue. Il a voulu faire de sa vie une œuvre d'art. Il a voulu prendre la liberté comme une ivresse et non comme un concept. Le bonheur comme une prise de guerre, le désir à la pointe de l'épée, l'orgueil cornélien, le défi enfantin. Et tant pis si une balle perdue nous aligne pour le contre. De qui je parle ce soir? Je parle de Chirac ou je parle de Jean-Louis Debray? Ça n'a aucune importance, puisque c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous recevons Monsieur Jean-Louis Debray. Bonsoir. Putain, il est bon, le gars. Jean-Louis Debray, vous Attendez, disiez... j'ai pas fini. Laissez-moi parler. C'est quand même terrible. Ce petit connard, il me fait chier. Alors, je vais dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Voilà, on se calme. Chirac et moi, c'est pas la même chose. Comme dirait Giscard. Je vais vous raconter d'ailleurs la première affaire. Quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel, j'avais deux voisins, Giscard et Chirac. C'est impressionnant. Et tout d'un coup, mon voisin de droite fait « Je voudrais prendre la parole. » Président, je vous en prie. Voilà, écoutez, j'ai été président de la République il y a longtemps. Et le problème de la lutte contre l'immigration illégale se posait déjà. Mais à l'époque, mon Premier ministre n'était pas très bon sur ces questions. Je regarde sur ma gauche, il ne bouge pas. Je me dis, sauvé, il n'a rien entendu. 10 minutes plus tard, mon voisin de gauche fait « Putain, est-ce que je peux dire un mot ?» Ne rajoutez pas. Je peux m'exprimer. Je vous en prie. J'ai écouté tout à l'heure notre camarade, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a rappelé qu'il avait été président de la République. Moi aussi. Et président, vous savez la différence entre lui et moi? Non. Eh ben, j'ai été réélu. Voilà le premier contact que j'ai eu avec ces deux personnages. Il y a une histoire hilarante, et je vais au Conseil constitutionnel toujours, c'est les Didi. C'est? Vous vous en souvenez? De quoi? L'histoire sur les Didi. Vous voulez que je la fasse? Ah oui, non, faites-la, oui. Non, mais je vais la faire. Alors, on l'a fait à deux. Je vous souffle les répliques si vous voulez, et vous faites les imitations. Je vais la faire. Ok. Un jour, je vois arriver Chirac dans mon bureau et il m'a dit t'as vu ce que Giscard écrit dans son livre? Non. Il paraît qu'il a eu une aventure avec les Didi. Oui, alors tant pis pour les Didi. Je vais l'interroger en séance. Non, vous n'avez pas interrogé Giscard pour savoir s'il a sauté les Didi, quand même. Vous êtes malade. Si vous me faites ça, je ne bois plus jamais une bière avec vous. T'énerve pas. Je ne dirai rien. La séance commence. On examine une disposition du Code du travail pour savoir si, à la 3e ligne, 2e paragraphe, le point veut dire rétroactif ou pas. Donc, il s'en fout. Et tout d'un coup, il commence à s'agiter, je vois le pied qui bouge. Oh, ça c'est mauvais. Et il se penche à mon oreille et d'une voix forte, il me dit « Dis-moi, est-ce que tu crois qu'il se l'est faite ?»
c'est pas dans le texte. Là, vous êtes hors texte. Oui. Vos mémoires s'arrêtent là. Oui, parce que j'ai pas dit la suite. C'est le plus important. Et Giscard, quelle est son observation? Aucune, monsieur. Aucune. C'était toujours cet affrontement sans arrêt entre ces deux personnages qui a marqué. Pourquoi je me souviens de ces anecdotes? Parce que pendant longtemps, avant de faire une carrière politique, j'étais juge d'instruction. Et j'étais spécialisé dans le terrorisme et le grand banditisme. Et les gens que vous avez en face de vous ne parlent pas. Je me souviens d'avoir interrogé un personnage dont on tairait le nom, un grand terroriste très connu. J'ai dû passer 8 heures avec lui. Je ne connais pas le son de sa voix. Mais j'avais un petit carnet. Et quand je lui posais une question, si je voyais ses yeux qui se tournaient vers ses avocats, je savais que c'était une question intéressante. Ou si je voyais son pied s'agiter. Et donc, pendant toute ma carrière de magistrat, je notais ça pour pouvoir interroger un complice. Et quand je suis arrivé en politique, j'ai fait la même chose. Et donc, tous les soirs, je notais les observations des uns et des autres. Un jour, au Conseil constitutionnel, Chirac rentre et s'assoit à la place de Giscard. J'ai dit, écoutez, monsieur, non, c'est la place du président Giscard d'Estaing. Laisse-moi là, je sens l'intelligence monter. Alors, il y a aussi les expressions de Chirac. Ah oui. Et un jour, Chirac vous reproche d'avoir refusé de le suivre contre Séguin. Et voilà. Et alors là, Chirac vous traite de petit con. Oui. Et vous dites que c'était un compliment, parce que quand il n'était pas content, Connard. Chirac traitait de connard. Oui, c'est vrai, quand vous vivez auprès d'un homme politique, comme Chirac, où j'ai commencé, quand il était au ministère de l'Agriculture, je ne l'ai pas suivi, puis au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas allé à la mairie de Paris, j'ai regagné mon tribunal, et pendant longtemps, je rédigeais un certain nombre de discours. Et quand vous rédigez, notamment pour toute la campagne présidentielle de 95, et quand vous écrivez pour quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un va faire 15 discours dans la journée, qu'il ne va pas les lire avant, il faut connaître le personnage, il faut connaître ses mots, ses expressions, le rythme. Et après 20 ans, je savais exactement les mots qu'il emploie, les mots qu'il n'emploie pas, le rythme de la phrase qui convient à son débit. Chaque orateur ou oratrice n'a pas le même débit. Il y en a qui accélèrent, Chirac, il a très caractéristique, il va t'entendre très vite, puis il se reprend. Et donc, le discours que vous écrivez doit suivre ce rythme et doit, pour être crédible, utiliser les mots. Et donc, quand j'avais refusé de voter le traité de Maastricht, et il m'avait traité de petit con. Et j'en étais assez content, parce que dans son vocabulaire, le mépris, c'est connard. Et je t'aime, il le disait comment? Quoi? Je t'aime, c'était comment? Ah, moi, il me disait pas je t'aime. D'accord. Alors, j'ai noté les expressions de Chirac, tout est dans le bouquin, tout est dans vos mémoires, attention. C'est pas mes mémoires, hein, je ne fais pas de mémoire, parce que les mémoires, c'est une autosatisfaction. Je suis contre les mémoires. Donc c'est un récit. Si je peux me permettre. Non, mais il n'y a pas de raison que... Je me suis tapé les 800 pages et c'était même pas intéressant. Il faut bien que vous fassiez quelque chose. Heureusement, moi je ne sais lire que des livres d'images. Alors j'ai des gens qui ont lu pour moi. Allez-y. Alors vous écrivez les expressions de Chirac, ça c'est très drôle, c'est l'expression préférée, Audrey aura une question là-dessus. Alors, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, faites-le en Chirac. Oui. Oui. J'en ai noté d'autres. Quand il y avait quelqu'un qui l'énervait, qui lui portait la contradiction, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ou je m'en tape le coquillard avec la patte d'un alligator femelle. Allez comprendre. C'est magique. Mais il y a du audiard.
Il a dit Audiard. Et la plus belle, les emmerdes. Alors, vous faites mieux que moi. C'est quand j'étais au ministère de l'Intérieur, il y a eu tous les attentats terroristes. C'est un poste où vous avez que des emmerdes. Et il me disait, les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole à l'escadrille. En fait, on a invité Laurent Gérard ce soir. C'est ça. Mais c'était... Et il y a aussi, ce sont des affaires de corne-cul. Ce sont des affaires de corne-cul, oui. Alors là, vous auriez dû me dire qu'il empruntait ça à Rabelais. Mais c'est pas arrivé jusqu'à vous. Peu de choses arrivent jusqu'à moi. Non, il m'a fait un jour un truc fantastique. Dans une réunion publique, il parle, il fait un très beau discours, personne ne s'en souvient, et il revient à la tribune, et il me dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va, c'est fini. On va boire un coup, et on va lever nos verres à nos femmes, à nos chevaux, et à ceux qui les montent. Les micros sont ouverts. Et tout d'un coup, la moitié de la salle hurle de rire. Moi, moins. Et alors, question, est-ce qu'en janvier 74, quand on était ministre de l'Agriculture, il fait un grand déjeuner avec tous les présidents de l'agriculture en France, et là, à un moment, il vous emmène à Paris. Oui, non, c'est pas ça. Ah merde. Oui, c'est presque ça, mais vous avez lu qu'en biais. Comme si j'allais vous lire en droit. Le déjeuner des présidents des chambres d'agriculture. Oui, bon. C'est pas tous les agriculteurs. Le président de la chambre d'agriculture à Paris. Il est terrible. On est là, c'est lui qui préside, et c'est mortel. C'est mortel. Comme ce soir. C'est moi qui parle ou c'est vous? Pardon, excusez-moi. C'est mortel. Et tout d'un coup, il me fait passer un petit papier en disant on s'en va. La bouffe est dégueulasse, on s'en va. Je vais le voir, j'ai dit écoutez, monsieur, c'est vous qui présidez, vous êtes ministre de l'Agriculture. Tu viens me voir, je dirais qu'il y a une urgence et on se taille. Je vais le voir. Il prend la parole, écoutez, mon collaborateur vient me dire que j'avais une urgence. Je suis désolé, mais il faut qu'on s'en aille. Alors on s'en va, et on va se retrouver au drugstore en train de se taper tous les deux une entrecôte de 800 grammes. Ça, c'est du Chirac. Ma relation très forte avec lui, c'était la campagne de 95. On se lance dans la campagne électorale, les sondages sont très mauvais. Tout le monde pense que Balladur va être élu. Et là, tous vos camarades députés disparaissent. Vous disent bonjour comme ça. Quand vous les appelez disant « on va venir dans ton département », « oh tu sais, ma grand-mère est malade, je ne pourrais pas venir à la réunion ». Et on se retrouve tout seul. Et là, il y a une scène sublime. On se retrouve tout seul. Et là, vous avez été un vrai vrai ami pour lui. On était 4, 5. Oui. Mais on y croyait. Et je me souviens, c'est la seule fois où il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de moi. C'était en décembre 94. Nous étions à Saint-Denis de la Réunion, on faisait campagne. Personne. Les journalistes ne s'intéressaient pas. On descend la grande rue de Paris, on va chercher un restaurant chinois. Et j'ai dit, monsieur, ça se présente mal, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire si vous êtes battu? J'ai un et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, moi, vous savez, avec tout ce que j'ai balancé dans la gueule de Balladur, j'ai intérêt à me planquer, je repars dans mon tribunal et je me fais oublier. J'ai un projet pour toi. Quel? On va ouvrir une agence de voyage, tu la tiendras et moi je voyagerai. Mais on se croirait dans les valseuses. C'est ce que j'allais dire. Mais tout était comme ça. Tout était comme ça. Un jour, je me souviens, c'était dans une voiture qui nous amenait faire une réunion au Havre, puis à Rouen après. Et les sondages, c'était au début du printemps 95, commençaient à tourner au profit de Chirac. Et je suis à la voiture avec lui, et il est de bonne humeur. Et il me dit...
Tu sais à quoi me fait penser Balladur? Non. À une poterie chinoise. Quel est Bon. le sens de ce proverbe? Pourquoi une Audrey, poterie, tu vas trop vite. pourquoi une poterie Ah oui. chinoise? Parce que les poteries chinoises, ça supporte les décorations et pas le feu. Écoutez, sur ma fiche, il était écrit les poteries chinoises Oui, supportent j'ai les décorations de raccourci. feu. Mais vous êtes déjà, vous racontez mes fiches dans l'ordre. Ah bah oui. On a une synchronicité vous pouvez d'esprit incroyable. C'est dans mon livre. Bah, j'ai pris votre livre dans l'ordre et vous l'apprenez par Mais cœur. moi, j'ai pris à l'envers. Mais ne nous prenez pas à l'envers. Je vous ai raconté un truc très drôle. C'est dès que Chirac s'emmerde, il avait toujours, vous racontez, dans ses poches, des papiers sur les arts premiers. Et quand il s'emmerdait, il y avait des gens rasoirs, il sortait ces papiers sur les arts premiers et il se mettait à parler arts premiers. Oui. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, j'étais assis à côté de lui. Et un jour, il arrive, il me dit qu'est-ce que tu connais des arts premiers? Pas grand-chose. Ce qu'on apprend vaguement à Sciences Po, c'est-à-dire rien. Je vous rassure, on l'a pas appris. Bon. Le lendemain, il arrive avec un dossier comme ça. Et il avait coché toutes les pages. Je t'interrogerai la semaine prochaine. Je potasse ça, c'est incompréhensible. La semaine suivante, il arrive, il dit raconte un peu. Je raconte quoi, monsieur? Les arts premiers. Ce sont des arts et ils sont premiers. Et à ce moment, il me dit tu viens? On a quitté l'Assemblée et on est parti chez un spécialiste. Et pendant 3 heures, Chirac a parlé avec le spécialiste. Moi, je m'étais endormi sur la chaise. Il m'avait oublié. C'est une passion. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce qu'on peut aussi dire des choses intéressantes. Hein. Peu. Elle n'est pas trop loin. Chirac, ça, c'est la communication. Voilà. C'est la communication. Aujourd'hui, la politique, plus qu'hier, c'est un métier du spectacle. Il faut faire un spectacle. Et le spectacle de Chirac, c'était d'apparaître comme le mec qui boit de la bière, qui regarde la télé et qui aime les westerns. Si je peux me permettre d'une Timiac m'a dit, il disait qu'il aimait la musique militaire alors qu'il n'avait jamais entendu de musique militaire de sa vie. Oui, alors ça, j'ai une autre anecdote que je n'ai pas marquée dans le livre, mais j'ai voulu la faire. Et donc, si vous voulez, il s'était façonné un personnage qui était assez fascinant parce que ce personnage avait été très bien reçu et plus personne ne lui parlait sérieusement. Ah, vous avez vu le dernier western? Il disait qu'il était amateur de foot. Il s'en foutait en fait. Complètement. Rien à foutre. Et par contre, il passait des heures et des heures à lire Lévi-Strauss. C'était sa passion. Alors, un jour, il me dit on va aller écouter une chanteuse. Que je suis à le foot, moi, écouter une chanteuse, j'en ai rien à foutre. Moi. Merci, une déclare. Bernadette veut que j'aille écouter cette diva. C'était qui? Quoi? C'était qui? J'ai pas la mémoire des noms. Vous voulez pas balancer, c'est ça? J'ai pas la mémoire des noms. Donc, il me traîne là-bas, on est naturellement au premier rang, et arrive une diva qui va oh! Et Chirac dit putain, je préfère la musique militaire. Le tambour et le clairon, ça a quand même plus de gueule. La diva entend ça, ça la bloque. Ah oui. Le public ne comprend pas très bien. Je dois dire que Mme Chirac n'était pas très heureuse. Ah oui. Alors, il y a une anecdote géniale. Ah oui. On est en Tunisie, chez Ben Ah Ali. Ah oui, alors là, Ah oui. Ah, mais allez, laissez-moi dire. Alors, oui, mais je connais la question. moi, je connais la réponse. Bah, Alors, t'as raison. je vous lance et vous la reprenez, d'accord? On fait comme un sketch. Si vous êtes chez Ben Ali, en Tunisie, dîner officiel, Chirac griffonne un petit mot, et là, vous recevez Non, un mot. alors, c'est plus compliqué que ça. Nous sommes Ah, merde. chez le grand démocrate qui est Ben Ali, et c'est pas un déjeuner officiel, nous sommes 4
6 à table. Les 2 présidents, qui sont d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça, autour de la table plus haut que nous. Mhm. Et puis, il y a les 2 ministres des Affaires étrangères et les 2 ministres de l'Intérieur. Et il y a un verre. Dans ce verre, il y a du liquide blanc. Alors, est-ce que je sais qu'il y a quelque chose qui se fait pour éviter, s'il y a du poison, d'inverser les Non, verres? non, ça, c'est pas... Non, Du tout. En gros, Il y a, il il te y a- dit, il y a- ferme il y ta a- il y a du blanc. Et je reçois un petit mot, pardon de l'expression, de Chirac qui me griffe sur le menu, il met sur le menu, ne bois pas de ça, c'est du lait de chamel, ça fout la chasse. Tu me trouves une bière. Je lui envoie un petit mot, je dis, on est dans un pays arabe, on ne boit pas d'alcool. Tu me trouves une bière. Donc je me tourne vers le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Mohamed Jeham, et je lui dis, écoute, moi j'ai un président terrible. Il est accro de bière, s'il n'a pas sa bière, demain je ne suis plus ministre de l'Intérieur. Ah oui. Il me dit, c'est comme ça chez vous? Je dis, oui, c'est comme ça. Et si tu m'aimes bien, je lui dis, bah, écoute, trouve-moi une bière pour Chirac, sinon je suis foutu. D'où la Je route te de dis au bière. revoir. Au bout de 10 minutes, je vois un maître d'hôtel qui arrive avec un verre entouré d'un linge blanc. Et je mets à Chirac, bien élevé. Chirac me dit, je suis bien élevé. Il prend le verre, mais, putain, c'est bon la bière. Eh Ben Ali, c'est bon ce truc-là, hein. La fin du déjeuner était assez tendue. J'ai une autre anecdote, mais maintenant j'ai même plus besoin de parler en fait. Je vous lance et vous y allez. Vous avez fait une cage chez Patrick Sébastien, incroyable. Sublime Palais en Arabie Saoudite. Chirac vous appelle, vous en souvenez? Très bien, toi. Mais j'ai des invités. Oui, qui- alors nous sommes en Arabie Ah bah, vous la Saoudite, faites. c'est le roi gardien des Vous allez lieux saints, le président de la République est logé dans un magnifique palais, et juste à côté, il y a le petit palais, qui est quand même pas mal du tout, où on a logé la délégation française, le ministre de l'Intérieur que j'étais, et le ministre des Affaires étrangères. Il est 10h30 du soir, le téléphone sonne dans ma chambre. C'est Chirac. Viens dans ma chambre. Monsieur le Président. Monsieur, je ne l'appelle pas Monsieur le Président. Monsieur, je ne peux pas venir dans votre chambre à 11h du soir, avec tous les micros, les caméras dans ce pays où il y a, tout le monde est un espion. Qu'est-ce qu'on va penser? Tu viens dans ma chambre, c'est urgent. Sa chambre, c'est un appartement. J'arrive, je pensais qu'il y avait un drame à Paris. Assieds-toi. Je m'assois. Il va chercher un cartable sur un tachet de caisse. Il ouvre. Il y avait 6 bières. Et il prend la bière et il dit, allez, à ta santé, le gardien des lieux saints. Nous, hop, on se tape. Mais ce qui est magique, c'est que le mec qui vous emmène vers les cibières, c'est un mec que vous croyez des services secrets. Donc vous Mais pensez. attends, ils sont tous des services Voilà, secrets vous là-bas. pensez qu'il se passe un truc très très grave. Vous appelez ça grave. On peut toujours expliquer ou croire des choses quand on voit quelqu'un arriver dans la chambre de quelqu'un d'autre à 11h du soir. Ouais. Alors là, c'est génial. Saint-Tropez avec Chirac. Là, on part à Saint-Trope. Ah, Et là, c'est très très drôle. nouveau décor. Et alors là, vous faites la tournée de Saint-Tropez avec Chirac. Il boit bière sur bière. Et ça, c'est le Tour de France d'Astérix, le Tour de France de Chirac. Il s'arrête dans chaque truc. Il mange du saucisson, il mange là. Et à la fin, vous êtes épuisé. Vous en pouvez plus. Vous commandez un Perrier. Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Vous l'avez vu en bière. Mais merde. Moi, je suis pas à Saint-Tropez. Il m'appelle. Il dit, viens me retrouver, je m'emmerde. Il y a maman. J'ai jamais su lui résister. J'arrive à Saint-Tropez et tous les matins, on allait au marché parce qu'il aime ça, il aime. Et un matin, il me dit, j'ai trouvé un petit restaurant gastronomique. On va y aller tous les deux. Ouais, ça va. Donc on fait notre tournée dans le marché. Et à la fin, il me dit, il y a un problème. Bernadette vient nous retrouver. C'est génial. C'est C'est sublime. pas très grave. C'est compliqué. Bon, moi, je me doute de rien. On arrive devant le restaurant. Au moment où Bernadette arrive,
Et à ce moment-là, je comprends qu'il va y avoir un problème. Oula. Les serveuses ont les seins nus. C'est au Nikki Beach. Ah mince. C'est Nikki Beach. Ah oui. Génial. À C'est Bernadette, au sublime. Nikki Beach à Et Saint-Trope. là, Alors, qu'est-ce que fait attendez, Bernadette? Mais il y vous a avez sauté une il y a anecdote. Bernadette, Mais pas que l'anecdote. il y a Bernadette, mais il y a aussi les gens qui nous invitent à Saint-Tropez, et ils ont invité également un évêque. Ah oui, dans le décor, c'est pas terrible. Ça n'a plus aucun sens. Toutes ces jeunes femmes superbes voient arriver l'ancien président de la République et veulent une photo avec lui. Et Bernadette, Les femmes au sein nus. mettez-vous entre la Greluche et Chirac. Et donc, moi, j'avais d'un côté, je sentais le sein de la dame, et l'autre regard de Chirac était comme ça. Vous voyez la fidélité jusqu'où ça va. Alors, Bon, J'ai deux questions. Alors- d'ailleurs. mais j'ai pas fini. Merci. Alors, en fait, vous faites l'émission tout seul. j'avais une petite question Attendez. aussi. Oui, mais en J'ai fait, une il est petite tellement Attendez. génial qu'il n'y a Attendez. plus d'émission en fait. Attendez. C'est un Donc, one-man show. on rentre à la maison, fait un peu la gueule, et le lendemain matin, un petit déjeuner, Bernadette vient me voir, elle dit, pourquoi vous avez eu l'idée d'emmener Chirac à Nikki Beach? Oula, le copain qu'on Je n'aime dis, pas. et c'est Chirac qui avait balancé, disant que c'était moi qui l'avais forcé à venir à Nikki Beach. Mais Ah j'ai oui. sauvé un couple. J'ai une anecdote que vous n'avez pas racontée. Je suis content, j'en ai une que vous n'avez pas. C'est, vous faites la... Chirac vous emmène à Saint-Tropez, il fait la tournée de tous les restos. Et à la fin, vous êtes crevé. Vous arrivez dans un bar et je commande un Perrier. Vous commandez un Perrier. Et là, qu'est-ce que vous répond Chirac? Je ne sais plus. Très bien. Et là, Chirac vous répond, écoute, ce n'est pas bon, c'est de l'eau. Ah oui, Alors tu vas boire autre chose. ouais, ça, on ne peut pas boire de l'eau avec lui. Ah oui, Chirac vous savez, avait l'air d'avoir une relation à l'alcool. tout ça, Bernadette était comment? Parce que, alors j'ai une question. Est-ce que Chirac, c'est vrai? Parce que moi, on m'a raconté. Ça, c'est hors micro. C'est hors cam- On coupera si vous voulez. Non, si un micro, on le fera après, je connais trop. J'ai une anecdote. Ce que je voudrais dire, Il n'y avait pas de question. oui, mais attends, c'est moi qui fais les questions et je fais mes réponses. Non, mais parce qu'il faut toujours essayer de tirer vers le haut. Et je vais faire appel à un homme que j'aime bien, qui est un grand écrivain, qui s'appelle Anatole France. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à vous. Non, je ne sais pas dire. Et là, cette phrase fantastique, dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu d'originaux. Très. Oh, je ressortirai. Et là, Beaucoup. si vous voulez, pendant toutes ces anecdotes, pendant cette proximité que j'ai eue avec lui, j'avais vraiment l'impression que cette phrase, elle sonnait à mes oreilles. Parce qu'on avait un homme qui n'était pas une copie, c'était un original, avec ses qualités, avec ses défauts, qui s'émerveillait de tout, qui était drôle. Alors, naturellement, comme je riais beaucoup à ses blagues, il en rajoutait. Mais Mais il était très authentique. Et très authentique. Par exemple, là, vous avez sauté la page. Un jour, dans une réunion, Pas que la page. qui a été reprise par la presse, il dit « Il faut mépriser le haut et rapiécer le bas ». Et je lui dis « Mais ça veut dire quoi, ça ?» Et il me dit « Mais c'est une cantine du 19e siècle. » Et à chaque fois, il remettait. Un jour, quelqu'un se tourne vers lui et demande des subventions. Et il dit « La France n'est pas le palais de Dame Tartine. » Là aussi, c'est une chanson populaire du 19e Est-ce que vous siècle. pouvez nous la chanter? Non. Mais si vous voulez, c'est cet homme à la fois drôle, mais qui connaissait l'âme des Français. Je me souviens toujours, j'ai deux anecdotes. Arrivant en Corrèze avec lui, naturellement, arrivant en Corrèze, Il y avait Tignac. il y a beaucoup de manifestations de gens, Chirac, d'émissions, tout ce que vous voulez. Je ne me pas. Et 2 heures après, il me dit
on sort tous les deux ce soir. Bien, monsieur. Et on est allé dîner avec les gens qui avaient manifesté contre lui. C'est magnifique. C'est Ah. Et le responsable politique d'en face, Chirac, il dit « Tu m'en as foutu plein la gueule. » Il me dit « Oui, tu t'en fous, je vote pour toi. » Ah oui. Ça, c'est très fort. C'est ce contact qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais il avait un côté profondément sympathique, en Il fait. avait un profond... oui, très sympathique. Il savait, Ouais. mais ce que m'a raconté Denis Tignac, c'est quand il voyait quelqu'un, en une seconde, il voyait ses souffrances, il voyait ce qu'il a vécu, et en une seconde, il le réconfortait. Il passait, on a calculé le temps qu'il passait, des hommes politiques passaient au salon de l'agriculture. Sarkozy passait 1 heure. Chirac passait 15 heures. Non, mais c'est pas... Il aimait le peuple. C'est pas une Il aimait question... les gens. C'est pas une question de passer 1 heure ou 15 heures. Vous pouvez même passer un quart d'heure. C'est la capacité d'entrer en relation avec cette personne. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'hommes politiques, ils vous regardent, mais ils regardent le suivant, vous passez. Chirac, il y avait une vraie empathie. D'ailleurs, c'était une empathie pour le peuple, mais beaucoup plus que... Je me souviens toujours, je vais encore faire une anecdote, au moment de la campagne de 95, Avec une imitation, j'espère. tout le patronat était totalement opposé. Donc, je monte un déjeuner avec Chirac et les grands patrons pour essayer qu'ils s'expliquent. Et j'arrive un peu en avance, et les grands patrons avaient trouvé une bouteille de vin extraordinaire, etc. Ils la regardaient. Chirac arrive, je vais voir Chirac, je dis attention, hein, le vin, ils l'ont choisi pour vous, etc. Donc vous prenez votre verre, vous goûtez un petit peu, vous reposez, vous sentez, etc. Je sais me tenir. Il arrive à table, les grands patrons sont là, ils regardent la bouteille, on lui sert, il fait hop, hop, vous n'avez pas une petite bière? Le déjeuner, c'est fini. J'adore. Et après, je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Je vous ai prévenu. Il faut les bousculer, ces mecs. Ils sont tout le temps enfermés sur eux. C'est comme vous, ils ne vivent. Qu'entre eux, eh bien, il faut... Moi, je ne vis qu'entre vous. Je ne l'ai pas interrompu. Taisez-vous. Oh, je vous ai moins interrompu que j'entends Je là-dessous. vous en prie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Vous venez avec 2 madame. imitations. Bah, oui, je peux faire ça aussi, comme ça. Faites d'autres personnages. Donc, si vous voulez, les gens qui rentraient ou qui venaient dire bonjour à Chirac recevaient cette onde d'un homme qui les comprenait, qui les écoutait. J'ai observé beaucoup d'hommes politiques, et je ne sais pas si vous ferez un jour de la politique, ils n'ont pas, ils ne créent pas cette empathie, cette sympathie. Et On va en parler. on peut avoir le jugement qu'on porte sur ce qu'il a fait ou pas fait, etc. Mais, et on voit bien la différence avec une période contemporaine d'aujourd'hui, où les politiques n'ont plus cette capacité à rentrer en relation. Alors, Et vous racontez une anecdote géniale, c'est vous avez vécu l'intronisation en président de Sarkozy et de Hollande. Vous dites Sarkozy, c'était terrifiant, mais Hollande, il y avait un climat de sympathie, un climat autour de vous de gentillesse, d'honnêteté que vous n'aviez jamais vu avant. mais que Je vous ai j'ai bien jamais vu. Oui, Hollande est un homme sympathique, généreux. Le seul problème, c'est que quand vous êtes président de la République, il faut aussi savoir être président de la République. Moi, Christophe Barbier m'a dit, il aurait été très bon journaliste, enfin, commentateur de son propre mandat. En fait, il a passé son mandat à commenter ce qu'il ne faisait pas. Est-ce que je dois te poser une question con? Bon, les autres, c'est pas beaucoup mieux. Je vous lance des perches et vous les avalez. On m'a dit d'une rumeur, je ne dirais pas qui, que quand vous étiez à l'Élysée avec Chirac, parfois l'après-midi, il y a un petit bassin à l'Élysée, et vous alliez nourrir les canards. Non? Jamais. Alors, je n'ai jamais... Nourrir un canard, Ah non. même une oie. Non, nous, on les mange. Où sont les poulards? J'ai faim. D'accord. Non.
Non, mais si vous avez nourri un canard, c'est le moment de le dire. Non, jamais, non. Vous êtes sûr? C'est le moment de- Parce que moi, j'étais d'une source très sûre. Moi, j'aimais beaucoup cette anecdote. Non, on s'est beaucoup promené dans le jardin le dimanche. Vous avez jamais nourri un canard? Non, jamais. Le dimanche, lorsqu'on... Mais vous avez jamais nourri un canard? Non, Simon oublie le canard. Je peux vous dire pas, non. Je n'ai pas de souvenir. Je ne savais même pas qu'il y a des canards à l'Élysée. Bon. Il y a des poulets qui gardent Question l'Élysée. suivante. Ah, s'il y avait des poulets, tout change. Non, Bon, alors maintenant, on va parler du petit Nabo. Voilà. Du petit Caïd, parce que là, c'est le salaud. En 2000, Sarko veut assister à une réunion du parti, du RPR. Et là, c'est très violent. Vous l'empêchez d'assister à la réunion et il vous gueule dessus. Je m'en souviendrai, je ne t'oublierai pas. Et ensuite, il vous recroise au Palais Bourbon. Il me dit, tu m'as humilié, tu le payeras très cher, je ne l'oublierai jamais. Là. Peut-être vous voulez le faire en imitation? Non. À cette époque-là, il n'a pas été présent, n'a pas de raison d'assister. Oui, mais c'était un petit Caïd. comme toujours avec lui, il force. Mais vous apprendrez que l'on ne respecte que ceux qui résistent. Or, moi, j'étais magistrat, il y avait un statut, il y avait un règlement, les membres de droit qui viennent aux réunions du groupe parlementaire sont les anciens premiers ministres, point, c'est tout. Mais lui considérait qu'il avait un statut à part. Eh bien non, non. Parce que si j'avais cédé, bien d'autres auraient voulu venir. Et donc, il y a un moment où il faut céder. Si oui, je vais extrapoler, mais on va rentrer dans des... Pas dans les trucs chiants, attention, il y a 20 jeunes filles. C'est la même chose, si vous voulez. Lorsque j'ai eu au Conseil constitutionnel à examiner ces comptes de campagne. Alors, vous me piquez mes questions, là. Non, ça, j'aime pas. Oui, mais... Je sais que je suis un très mauvais intervieweur, mais vous ne me piquez pas mes questions. Parce que ça, c'est passionnant. Alors, parce que Sarkozy vous dit, je ne ferai pas un deuxième mandat, sauf si on m'oblige à le faire. Alors déjà, vous allez nous dire pourquoi on m'oblige à le faire. Et deuxièmement, il vous dit, si je suis élu, tu présideras un nouveau Conseil constitutionnel. Et en fait, en quelque sorte, il vous soudoie, il vous prend par les sentiments, parce qu'il a très peur par ses comptes de campagne et qu'il sait que vous n'allez pas les valider. D'abord, non, c'est pas ça. D'abord, les comptes de campagne, ils sont examinés par une commission, la commission des comptes de campagne. À la suite de l'examen par la commission, les comptes de campagne du candidat Nicolas Sarkozy ont été refusés. Il peut s'en arrêter là. Il y a un certain nombre de candidats qui ont vu leurs comptes refusés par la commission et qui n'ont pas fait appel. Lui, il fait appel devant le Conseil constitutionnel. Et il me dit, j'ai fait appel, tu ne les annuleras pas. Tu feras comme l'un de tes prédécesseurs qui a fait comme s'il ne voyait pas. J'ai dit, écoute, non. Je vais examiner. Si la décision de la commission n'est pas fondée, alors je le dirai et je donnerai droit à ton appel. Mais si la décision est fondée, eh bien, je le dirai aussi. Mais c'est quoi cette histoire qui veut vous nommer président d'un nouveau Conseil constitutionnel? Attendez une seconde. Pardon. À ce moment, il me dit, mais attention, si tu m'annules mes comptes, je ne pourrai pas te renommer président du Conseil constitutionnel. J'ai dit, c'est très simple. La Constitution, que tu dois connaître, dit que le président du Conseil constitutionnel est désigné pour 9 ans et n'est pas renouvelable. Donc, pas à moi. Est-ce que c'est vrai que l'Élysée a fait appel à un prof de droit pour vous virer du Conseil constitutionnel? Oui, c'est exact. C'est exact. Ah oui. Il a eu recours à un professeur de droit pour savoir comment on pouvait mettre fin à mes fonctions. Alors, il y a une anecdote très drôle sur Sarkozy qui résume tout Sarko. Vous êtes à un déjeuner officiel, il y a des couverts en vermeil à l'Élysée. Ah oui. Vous vous en souvenez? Vous avez dit quoi? Des couverts en vermeil à l'Élysée. Oui. Et alors, c'était qui la personne qui dînait avec lui? On s'en fout. Et alors là, il déjeunait avec lui. Il dit, je t'offre les couverts en vermeil. C'est drôle.
Il faisait d'autres cadeaux comme ça? C'est un dîner officiel à l'Élysée. Oui. Et la personnalité en face, étrangère, regarde avec beaucoup d'admiration ses couverts. Et Sarko en prend un, elle lui dit, bah, tiens, je te le donne. C'est drôle. Et à ce moment-là, le maître d'hôtel va prévenir Chirac ou Madame Chirac, et puis ça s'est arrangé. Voilà. Alors maintenant, et ça- Vous savez, Juste- ça fait penser à l'histoire que racontait Churchill. Un jour, il y a un déjeuner en Angleterre et la personnalité étrangère qui est en face de Churchill met les couverts dans sa poche. Le maître d'hôtel vient prévenir Churchill disant votre invité, il a piqué les couverts. Et Churchill dit laissez-moi faire. Quand la personnalité étrangère le regarde, Churchill prend les couverts et met à sa poche. Et puis il dit il faut qu'on les remette, je crois qu'on nous a vus. Ah, c'est oui, Parce que je suis en train la de suite terminer de un livre. l'émission. Ah non, vous... Je suis en train de terminer un livre qui s'appelle Quand les politiques nous faisaient rire. Oh, ben vous auriez dû l'écrire avant, pourquoi vous êtes venu maintenant? Ça part de... non, mais ce qui est intéressant, parce que ça part de la 3e et la 4e République. Mais ce que je constate, pas ici, c'est qu'avec ces téléphones, avec ces réseaux sociaux, la parole politique est devenue complètement aseptisée. Oui. Sous la 3e et la 4e République, quand vous reprenez les débats à la Chambre des députés ou à l'Assemblée nationale, c'est d'une drôlerie. Bien sûr. Je pense à ce député qui avait fait une proposition de loi pour interdire aux femmes d'apprendre à lire et à écrire. Forme d'humour. En disant, les femmes qui savent lire et écrire ne sont pas celles qui savent le mieux aimer. Vous savez ce que disait Baudelaire sur les Ouh femmes là là, intelligentes? c'est un sujet là. Non, mais il y en a un autre qui avait décidé de supprimer toutes les décorations. Et il avait dit, les décorations de couleur rouge, les bruns les mettront parce que le rouge va avec le brun. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus faire de telles parce que propositions. tout est repris. Parce que c'est repris déformé. Alors Ah moi, j'ai oui, une- oui, une et puis à dernière- l'instantané, une dernière en question, plus. Une vieille pute intéressée. Qui sont les derniers hommes politiques, vous avez le droit de dire les noms que vous voulez, drôles, qu'on peut recevoir et avec qui on va rigoler comme on n'a pas rigolé avec vous? Avec la voix de Chirac. Non, mais il y a des hommes politiques drôles. Alors dites, Non, mais simplement... balancez. Non, si vous m'interrompez toutes les secondes, je ne pourrai pas m'exprimer. Il y a encore des hommes politiques drôles, j'en connais. Mais ce que je veux dire, c'est que le système dans lequel nous nous trouvons et de cette politique métier du spectacle enregistrée à tout moment et rediffusée, déformée sur les réseaux sociaux, fait que ça a complètement aseptisé le langage politique. Et si vous voulez, c'est dramatique parce que quand je relis les débats de la Troisième République, je ris. Quand je lis les débats aujourd'hui, je pleure. C'est dramatiquement triste. Il y a un manque de spontanéité. Un manque de pensez spontanéité. Il paraît que Et d'ailleurs, attendez. un copain est mort qui est très drôle, c'est David Jean. Qui David Jean, il paraît qu'il était très Il est drôle. très drôle. Il est mort. Il est mort, ouais. On finit tous par mourir, hein, je sais. Non. Mais si vous voulez, simplement, c'est que ça a complètement aseptisé le langage. Jacques Chirac.
pays, le pouvoir de changer de vie. Pour tous, Jacques Chirac, maintenant président. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Pour tous, Jacques Chirac, maintenant président. Ensemble, maintenant, Jacques Chirac, président. Merci. Audrey Ferrin, qui est un peu notre Brigitte Bardot nationale, en mieux. Je vous laisse la responsabilité de parole. Vous avez un doute, vous avez un doute. Non, c'est pas de doute. Non, mais vous voyez comme vous êtes fantastique. C'est parce que je ne vous reprends pas. Qui ne dit mot ne consent pas. Non, mais arrêtez avec vos conneries de formules toutes faites. Il est violent. Non, mais arrêtez. Simplement, non, mais c'est très français. Je vous laisse parler. Comme je ne vous ai pas interrompu, vous dites que je ne suis pas de votre avis. Ben, c'est pas ça.